Bonjour Michel Aglietta. Bonjour. Michel Aglietta, vous venez de publier avec Guobai et Camille Macaire un nouveau livre sur la course à la suprématie monétaire mondiale. Livre après livre, vous approfondissez cette question de la monnaie et de l'ordre monétaire international, dont vous êtes sans aucun doute l'un des meilleurs spécialistes. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est la montée en puissance de la Chine dans l'économie et le commerce mondial. Et face à cette montée en puissance, le pouvoir hégémonique du dollar. Alors, il nous faut comprendre quel est le nouveau mode d'internalisation financière que la Chine est en train de construire et plus globalement, quelle est la stratégie monétaire de la Chine? Oui. Eh bien, la Chine a été soumise, pour ce qui concerne la nécessité d'une transformation monétaire, au même problème qu'ont rencontré les États-Unis, c'est-à-dire le développement de ce qu'on appelle les big tech, qui ont cherché à devenir des fintech, c'est-à-dire qui ont cherché à prendre en charge le système des paiements. Dès lors que l'ouverture des paiements par le changement, si vous voulez, du développement des paiements électroniques est arrivée dès le début du siècle. C'est des deux côtés, côté occidental et côté chinois de ce côté-là. Tout de suite s'est posé le problème d'énormes monopoles privés qui avaient déjà en Chine mis la main sur le système de paiement, c'est-à-dire Alibaba d'un côté, avec son système de paiement Alipay, et Tencent de l'autre, avec son système de paiement WeChat Pay. Et ces deux monopoles cherchaient à prendre en charge complètement le système des paiements, si vous voulez. C'est-à-dire mettre en question l'importance des banques. Donc, il y a eu ce problème-là considérable. Et la Chine a réussi, parce qu'elle a commencé en fait très tôt finalement, dès 2014, à explorer cette question de monnaie digitale de banque centrale. La monnaie digitale de banque centrale est ce qui rétablit la souveraineté de la monnaie. La monnaie, je rappelle d'une manière fondamentale, n'est-ce pas, fait partie de la souveraineté parce que c'est un lien social essentiel pour lequel la valeur peut se constituer. La valeur se finalise, c'est-à-dire est reconnue par toute la société à travers ce qu'on appelle la finalité des paiements. C'est-à-dire que le système des paiements est reconnu par toute la société. La mainmise des big tech sur la monnaie. Donc la mainmise des big tech sur la monnaie, des deux côtés. Donc on en reparlera peut-être lorsqu'on va parler de l'affaire Libra. Eh bien, elle menace la souveraineté monétaire. Et donc la création de la monnaie digitale de banque centrale que la Chine a commencé à explorer en 2014. D'où l'avancée qu'elle a eue, si vous voulez, puisqu'elle l'a mis finalement sur l'ensemble du territoire avec les Jeux Olympiques d'hiver en février dernier. Permet de redonner à la souveraineté de la monnaie ce qu'elle doit être. La monnaie est politique et souveraine. Bon. Donc ça, c'est le point fondamental. La question qui va avec et qui en effet est délicate, c'est le retard de la Chine dans le développement de son système financier intérieur. Et la possibilité de projeter ce système financier à l'étranger également. C'est-à-dire qu'il permet aux capitaux étrangers de venir en Chine par rapport aux capacités de commercial, si vous voulez. Et la capacité de la monnaie chinoise à jouer un rôle international. Et à ce moment-là, dans le sens contraire, c'est la capacité de la monnaie chinoise à jouer un rôle international. Alors, ce qui se manifeste donc, ce qui est très favorable à la Chine, si vous voulez, mon point de vue, c'est que la Chine a terminé, et c'est le cas, son processus d'accumulation intensive de capital, qui implique, si vous voulez, sans arrêt d'avoir des investissements extrêmement lourds, etc. Et qu'elle transforme maintenant, elle se transforme d'économie émergente en économie développée pendant cette décennie. Elle le fait sur la base du développement d'un marché de consommation très important.
l'objectif est évidemment, comme il l'est un peu partout, hein, de réduire les inégalités sociales, ce qu'ils appellent le problème de la coprospérité. D'où il faut mettre l'accent sur la consommation, et l'investissement doit être un investissement d'innovation au fur et à mesure de la nécessité des transformations qui se font dans le mode de consommation, mais c'est lui qui est prépondérant. Alors ça, c'est essentiel. Derrière ça, évidemment, il faut un marché financier très développé à l'intérieur et la possibilité que ce marché financier, si vous voulez, attire les capitaux étrangers. Et c'est là qu'en effet, il y a des difficultés. Ces difficultés reviennent de loin, c'est-à-dire que la Chine n'avait essentiellement des banques très, très importantes depuis longtemps, des grandes banques, des banques locales beaucoup plus, si vous voulez, fragiles, et le marché obligataire est venu tard, en quelque sorte. Alors, ce marché obligataire... Et un stock de mauvaises dettes qu'on a du mal à un petit peu Alors, évoluer. les mauvaises dettes sont liées à ce qui s'est passé après la crise de 2008, hein, la grande crise globale. La Chine, à ce moment-là, était en pleine période d'accumulation de capital. Et donc, ils ont dit, ben, on va faire s'effondrer ce processus d'accumulation. Donc, ils ont fait, si vous voulez, un programme énorme de développement, enfin, un programme énorme d'accumulation de capital. Et ce programme énorme d'accumulation de capital qui a été fait dès 2009, hein, à l'automne 2008 même, a été évidemment à la fois, il a permis la croissance chinoise de se poursuivre, mais avec beaucoup de mauvaises dettes d'entreprises qui se sont développées dessus. Donc, un ensemble de mauvaises dettes est lié à la crise monétaire, à la crise financière mondiale. Et on voit bien, donc la crise financière mondiale fragilise le système financier chinois par l'intermédiaire des dettes d'entreprises. Et d'autre part, l'autre élément important, c'est, la fragmentation, c'est-à-dire que vous avez eu des provinces extrêmement endettées, d'autres moins endettées, etc. Hein. Donc, un système non unifié. Et l'État central étant toujours resté peu endetté. Donc la question d'aujourd'hui, elle est celle-là. C'est-à-dire, il faut que le marché financier chinois, essentiellement le marché obligataire, pour commencer, hein, soit un marché qui s'unifie, hein, qui soit comme il l'est chez nous, en Europe, comme il l'est aux États-Unis, soit un marché de capitaux, de marché d'obligations, c'est ça le marché principal, hein, d'obligations unifiées. Et donc le processus, il est lié à ça. Hein, et ce processus, il implique d'une part, alors c'est ça qu'ils ont commencé à le faire, hein, pas mal, les dettes excessives des entreprises se réduisent. Ils l'ont fait surtout dans la période de 2017-2019. Hein. Évidemment, la pandémie est arrivée dessus et a posé des problèmes, hein, je veux dire, très importants en Chine, hein, puisque c'est quand même chez eux que la pandémie a commencé. Ce qui réduit encore si vous voulez, les avancées dans la recherche qu'il faut, c'est-à-dire réduire les dettes obligataires. Mais le point important, c'est de focaliser sur les collectivités locales, alors à tous les niveaux, c'est-à-dire les collectivités de ville, hein, vraiment locales, et puis surtout les provinces régionales, hein, qui sont quand même des entités politiques considérables, de façon à ce que les dettes se réduisent dans ce domaine progressivement. Donc il y a une pression permanente du gouvernement central pour qu'il y ait une conversion de dettes fragiles, si vous voulez, d'organismes comme non bancaires en quelque sorte, hein, de hedge funds, etc., pour les transformer en dettes obligataires de long terme, mais et puis de les unifier les unes après les autres. Donc ça, ce processus prend du temps. Hein. Derrière ces dettes fragiles, il y a aussi, il y a bien entendu la question des entreprises fragiles. On a vu ce qui s'est passé dans l'immobilier. Ça vient des entreprises. Alors, d'autre part, c'est vrai que le problème Evergrande est arrivé dessus, hein, c'est-à-dire qu'une énorme entreprise immobilière, hein, est en quasi faillite, etc. Il faut gérer ce processus-là progressivement. Il y a la question aussi des entreprises publiques surendettées.
Alors, les entreprises surendettées sont publiques ou privées, je veux dire. C'est pas, et donc, c'est toute la question, en effet, d'une pression progressive pour faire réduire les dettes d'entreprise. Ces entreprises non financières qui sont quitte à ce qu'elles fassent faillite. Alors, ils essayent d'éviter les faillites, mais ils en acceptent maintenant progressivement. Ça, c'est quelque chose de nouveau, si vous voulez. Ils acceptent les faillites. Alors, ce qu'ils font attention, c'est évidemment le risque systémique, c'est d'éviter qu'il y ait une propagation des risques à travers le système financier qui est encore fragile. Donc, on voit bien le temps que ces choses-là vont prendre maintenant est encore assez considérable. Donc, ils considèrent que la décennie entière est encore nécessaire, si vous voulez. En même temps qu'il faut introduire, évidemment, l'importance des financements liés aux problèmes écologiques. Donc, je pense, oui, c'est ça qui est en cause. Si la Chine, parce qu'elle a donc un atout considérable, c'est qu'elle devient une société de consommation. On passe d'une société d'accumulation de capital à une société de consommation. Ça s'appelle la nouvelle ère. Le marché domestique chinois va être énorme. Normalement, il doit attirer des capitaux étrangers, européens en tout cas. Alors ça pose la question des places financières chinoises. La question des places financières chinoises et de la confiance. Ça pose la question d'unifier ce marché obligataire, d'éliminer le shadow banking, de passer à des dettes qui soient plus longues pour ce qui concerne élargir l'horizon de la dette pour ce qui concerne les collectivités locales, donc les transformer par des swaps en des dettes allongées, et faire en sorte que les provinces soient moins inégales les unes par rapport aux autres, par rapport à leur degré d'endettement. Donc à mon avis, ça prend encore toute la décennie, quoi. Voilà donc, et pour pouvoir attirer les capitaux européens notamment, il y a besoin en effet d'avoir un marché obligataire unifié et de grande taille. Et donc ça n'est pas le cas encore. Alors vous avez mis l'accent sur le marché intérieur chinois, le marché monétaire et financier chinois. Il y a aussi la question de la projection de la Chine au plan financier, au niveau mondial. Et il y a cette problématique de redessiner le système financier mondial en s'imposant comme le chef de file des émergents. Alors, évidemment, ce qui est derrière ça, c'est le fameux projet chinois des nouvelles routes de la soie. C'est-à-dire qu'il va supposer de faire qui a déjà commencé, je veux dire, mais qui est un peu à l'arrêt, quoi, en quelque sorte, depuis la pandémie, en fait. Mais c'est quand même l'objectif de long terme. C'est-à-dire que la Chine veut restructurer, en vérité, la globalisation. Pour passer d'une globalisation financière à l'américaine, donc qui est, si vous voulez, lié essentiellement à cette logique qui est la logique comment s'appelle déjà la logique d'un seul marché unifié, si vous voulez, qui soit un marché de commerce, disons un marché financier sous contrôle du dollar, véritablement, qui est fondamentalement en celui que les gens de Californie, là-bas, ont essayé de mettre en place, en quelque sorte, ils ont mis en place. Ce marché-là, il a rencontré des difficultés, bien sûr, puisqu'on en reparlera, à cause des crises qui se sont produites à partir de 2008, puis après 2020. Donc, ce néolibéralisme, en quelque sorte. Donc, la Chine, évidemment, veut le remplacer par autre chose, mais qui implique des investissements à long terme dans les pays qui font partie des routes de la soie. Donc, ça a commencé, bien sûr, un certain nombre de pays sont endettés. Ce qui est une manière de créer une zone d'influence. C'est une zone d'influence dont l'objectif est de dire, voilà, ce qu'on a besoin, c'est un système mondial d'infrastructures nouveaux, de façon à ce qu'on relie par ces infrastructures un ensemble de pays du monde qui sont délaissés aujourd'hui. Mais en même temps, on est dans une lutte pour l'hégémonie.
Eh bien, ça fait partie d'une lutte pour l'hégémonie, évidemment. Pour l'hégémonie, ou en tout cas pour quelque chose qui n'est plus la stricte hégémonie américaine, ça c'est certain. L'objectif, il est de changer la nature de la globalisation pour y intégrer dedans des pays qui en sont délaissés, en Afrique, en Amérique latine notamment, par l'intermédiaire de ce développement d'infrastructures. Et d'où le problème de l'endettement lié à ça, de son financement, etc. Et donc ça, en effet, ça pose des gros problèmes, je veux dire, pour réaliser cet objectif. Mais l'idée de développer une monnaie digitale de banque centrale qui soit projetée à l'étranger est liée à ça. C'est-à-dire que pour le faire, il pense que le projet, ce qu'il s'appelle le projet M-Bridge qui a commencé, alors il a commencé avec Hong Kong, avec la Thaïlande et avec les Émirats arabes unis pour l'instant. Mais on voit bien l'idée, c'est que le yuan digital ne doit pas rester une monnaie domestique. Elle doit devenir une monnaie internationale. Évidemment, à ce moment-là, on a une concurrence de monnaie et un problème sur le principe de la devise clé lui-même, que la Chine veut remettre en cause grâce aux propriétés caractéristiques, on en parlera peut-être tout à l'heure, fondamentales de ce qu'est cette monnaie digitale qui n'est pas du tout la même chose que la monnaie traditionnelle, en ce qui concerne la nature de la liquidité. Et donc, il y a donc des atouts importants et on voit qu'il y a la possibilité, en même temps qu'on rentre dans une ère numérique nouvelle, d'être en avance sur les autres, En gros, c'est un peu ça. Et donc, de pouvoir réaliser, en lien avec cette notion de route de la soie, eh bien, la possibilité de développer quelque chose de plus mondial en ce qui concerne un bloc de monnaie numérique qui serait sous hégémonie chinoise. Donc on a bien une double problématique de la Chine, mettre de l'ordre dans le système monétaire financier interne et jouer un rôle éminent au niveau mondial qui correspond au poids économique de la Chine aujourd'hui. Merci Michel Aglietta pour cet exposé sur la Chine.